Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de présentation et de baptême du livre Droit et économie des finances publiques en RDC, livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan de Paris, écrit par Serge Mabé Mouanimi, que j'ai l'immense honneur de vous introduire et de faire la présentation sans être exhaustif. Bon, cher Serge, que dire de vous? Je commencerai certainement par l'un des traits les plus marqués de votre personnalité, à savoir que Serge fait partie de cette poignée d'intellectuels en perpétuelle quête d'érudition. Dans ce sens que, dans ses travaux scientifiques, Serge privilégie une approche interdisciplinaire qui vise à décloisonner les disciplines, à les faire dialoguer entre elles. C'est pour ça d'ailleurs que nous le reconnaissons comme un disciple du philosophe de la complexité Edgar Morin. Serge est juriste de formation, diplômé de l'université de Kinshasa, à la faculté de droit, et il est inscrit au barreau de Kinshasa-Matete comme avocat. Alors dans cet élan, dans cette quête d'érudition et de transdisciplinarité, il finit par atterrir à la faculté d'économie de l'université de l'UPC, de l'université protestante au Congo, où je l'ai rencontré et où il a obtenu un diplôme en économie. Et où finalement les idées du livre que nous vous présentons aujourd'hui ont germé. Dans la même perspective, il est aussi détenteur d'un diplôme de politique, de SPA, de sciences politiques, de l'Université pédagogique nationale, où il enseigne par ailleurs. Alors, depuis qu'il a la vingtaine, il a l'expérience des cabinets politiques, conseiller de ministres, mais aussi directeur de cabinet d'un gouverneur de province. Et donc, c'est ces expériences-là, scientifiques et aussi professionnelles, qui ont nourri le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui constitue en fait une espèce de mélange qui se trouve à la congruence de l'économie, du droit et des sciences politiques. Alors, Serge Mabé est aussi co-initiateur d'un think tank, Ishango, dans le cadre duquel cette cérémonie est présentée. Il s'agit d'un groupe de chercheurs dont l'objectif et l'ambition ultime est de promouvoir l'émergence d'une société de connaissances, pour faire de la connaissance, pour faire de la création, de la production de connaissances, le socle premier de toute conception de politique publique. Donc c'est un scientifique très engagé et très productif. Je n'oublierai pas de dire qu'il est actuellement directeur de la direction provinciale des marchés publics, et donc cette expérience a aussi, on va dire, participé ou contribué à la confection de ce livre de très haute facture. Alors sans plus tarder, je vais rapidement esquisser le programme du jour. Nous aurons l'honneur d'écouter une série de commentaires de personnes qui ont lu le livre. Il s'agit de 4 scientifiques éminents qui ont tous des choses à dire selon leur discipline. Nous écouterons un spécialiste des sciences politiques, un politologue, le professeur Moussila. Nous écouterons aussi un spécialiste des théories économiques, le professeur Kasseshi, pour la dimension économique. Nous aurons aussi l'honneur d'écouter un professeur de droit qui fait autorité dans sa discipline, qui est aussi le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba. Et finalement, nous écouterons un représentant de l'autorité budgétaire, ça veut dire du Parlement, le député Eric Chikuma. Alors sans plus tarder, je m'en vais inviter le premier commentateur, le professeur Moussila, qui va nous livrer sa lecture de l'ouvrage de Serge, bien sûr, dans sa dimension qui appelle les sciences politiques.
Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, cher ami Serge, je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour partager avec vous, monsieur le modérateur, et tous, quelques idées que m'offre la présentation du livre et du vernissage de ces livres de Serge Mabé. J'ai aussi la chance ou le privilège d'avoir Serge comme assistant à l'université pédagogique nationale, ce qui me donne un sentiment assez profond de reconnaissance et d'avoir la chance d'avoir plus ou moins un disciple. Et je suis très étonné, très surpris de connaître qu'il a plusieurs palettes. Il est juriste, politologue, économiste. C'est très impressionnant. Mais de la lecture de son livre, avec une perspective de sciences politiques, voilà ce que je peux retenir et que je peux partager avec vous. Ce livre peut être lu comme un traité de politique publique. Traité de politique publique sous différents aspects. Je vais vous énumérer quelques-uns. D'abord, politique publique vue d'un angle budgétaire. Le budget qui fait partie de la décision de l'État. En termes de notions, politique publique provient de tout un ensemble de concepts essentiellement liés autour de la politique. Policies, politics, policy, d'origine américaine comme science. Il s'agit d'une décision publique par excellence, l'élaboration de lois de finances qui obéissent à un schéma standard de la décision publique, à savoir l'identification des problèmes, sa formulation en termes de politique publique et sa mise en œuvre et son évaluation. Les lois de finances, par exemple, ne sont pas que des problèmes publics budgétaires. L'analyse des finances publiques, sous l'angle de politique publique, fait intervenir trois choses, une triptyque. Policies, politics et policy. Autrement dit, entre les mesures publiques, les acteurs qui concourent à l'implantation dans le cadre de la compétition publique et toutes les mesures nécessaires. En clair, les politiques publiques, policies, dont les budgets constituent l'une des manifestations les plus emblématiques, sont formulées et parfois identifiées par les acteurs politiques, politics, dans le cadre de la compétition politique, policy. Ainsi, le projet de société des partis politiques, le programme de gouvernement sont des offres de policies qui pourront être traduites en politique publique après les élections. En effet, la décision publique est le produit d'un arbitrage constant entre faisabilité politique, rationalité économique et acteurs qui interviennent. Mais le rôle central est celui de l'État, représenté par le gouvernement. Acteur principal dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, le gouvernement ou l'exécutif n'est pas un acteur exclusif. En effet, Charlotte Alpern dit ceci, que la décision publique est nécessairement collective, car son élaboration et sa mise en œuvre nécessitent la participation de plusieurs acteurs. Et elle est le produit d'un processus décisionnel, chaotique parfois, mais marqué par la mobilisation d'intérêts sectoriels. Elle constitue un enjeu de pouvoir.
Les finances publiques comme espace structurant de la gouvernance. Dans l'architecture pyramidale des acteurs et auteurs de la décision budgétaire, la question consiste à savoir qui formule le problème. D'où les décideurs puissent-ils des données qui seront ensuite insérées dans la décision budgétaire, pour quelle fin et pour quel objectif le fait-il? Comment procède-t-il? Dans les domaines de loi des finances, on peut se demander justement qui prend la décision de formuler le besoin d'un programme. Est-ce que c'est la politique budgétaire? Dans la vision d'un programme international comme les objectifs de développement durable, voire d'un programme inspiré de la coopération entre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, comme les documents de stratégie et de croissance pour la réduction de la pauvreté? Nous nous posons de questions. S'inscrit-elle dans la ligne droite du projet de majorité au Parlement ou du projet de société du président de la République, tel que présenté durant la campagne électorale présidentielle? Point d'interrogation. D'aucuns soutiennent que plutôt que de voir une confrontation entre acteurs dans la prise des décisions pour une politique publique, il faudrait y voir deux phases qui conduisent à une solution. C'est-à-dire, d'une part, une phase dite de dispersion des problèmes venant des acteurs différents, voire divergents, et d'autre part, une phase qualifiée d'intégration du choix, au cours de laquelle les différentes logiques observées sont réunifiées, hiérarchisées en fonction de la représentation du monde des acteurs. Mais la gouvernance est complexe. Comme on l'a souligné, la pluralité d'acteurs en matière de décision publique peut conduire à de flagrantes contradictions. Ainsi, en est-il en matière budgétaire, de la gouvernance à niveau multiple, aux multiples niveaux, qui fait intervenir des acteurs supra- et infra-étatiques. L'inspiration dans la Constitution, dans la LOFIP, par exemple, et dans la loi sur la libre administration des provinces, du principe de la retenue à la source de 40% de recettes à caractère national, a longtemps fait l'objet de controverses, à la fois entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, mais aussi entre le gouvernement central et les bailleurs de fonds, le FMI et la Banque mondiale en particulier. Au cours des différentes revues de programmes économiques, toujours est-il que la décision représente un output politique publique produit par les inputs, la demande sociale, les exigences internationales. Comme on peut le constater, analysé sous l'angle de la société ou de la sociologie politique, les finances publiques se présentent comme un espace de lutte de pouvoir et de conflits sociaux. Vu sous ce rapport, les finances publiques font intervenir des gouvernants, des partis politiques, des coalitions politico-administratives, des groupes d'intérêt, des groupes sociaux, et ainsi de suite, qui tous interagissent et entre eux sont en lutte dans des processus souvent confinés d'élaboration d'impôts, de détermination des niveaux de taxation, mais aussi d'allocation et d'appropriation de ressources budgétaires. Quelle est la place et quel est le statut des acteurs dans la décision publique? Deuxième point. Dans l'analyse des politiques publiques, l'acteur joue souvent deux rôles. Il est tantôt celui qui élabore et contribue à l'élaboration de la décision publique, tantôt il influence les résultats de cette même politique publique. En s'inspirant de certains cas, par exemple la France, tel que l'étudie Pierre Müller,
ces cas qu'il étudie est facilement transposable en RDC, il y a lieu de retenir quelques cercles du pouvoir qui contribuent à la décision. Au premier point, bien sûr, se trouve le président de la République et son équipe, du Premier ministre et des ministres des Finances. C'est le tout premier cercle où se jouent les principaux arbitrages dictés par la confrontation entre la compétition partisane et la nécessité de rationaliser la gestion publique. Le second cercle concerne les auteurs de la décision publique et constitué des administrations sectorielles, des ministères, dont le rôle est de faire correspondre le besoin de leurs acteurs à la politique publique au niveau macro-étatique. Et puis, troisième cercle, constitué des acteurs extérieurs à l'État. Les organisations syndicales, par exemple, dont le rôle est de faire correspondre le besoin de leurs acteurs à la politique publique au niveau macro-étatique. Mais à raison de leur dépendance à l'aide extérieure, notamment dans la mobilisation de ressources, des budgets publics, les pays en développement intègrent un autre cercle d'acteurs au pouvoir, à savoir les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds contribuent à nos politiques publiques. Et de quelle manière? Ces derniers sont principalement constitués d'institutions financières internationales. J'ai cité ici la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais également aussi des agences de développement du système des Nations Unies, des organisations régionales et sous-régionales, des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. L'influence de ces partenaires au développement, comme on les souligne principalement, n'est pas négligeable, car leur contribution au processus d'élaboration des décisions publiques et des lois de finances en particulier peut atteindre jusqu'à 50% des recettes au titre du budget général. Et puis les cabinets d'audit internationaux, les banques et certains acteurs de la société civile peuvent participer à des degrés différents au processus d'élaboration des politiques publiques. Si donc l'État, à travers lui le gouvernement, assume seul la responsabilité de la décision budgétaire, il n'est pas cependant judicieux de ne voir le processus de prise de décision en finances publiques que sous l'angle de seul pouvoir des acteurs étatiques. Certes, sa responsabilité et en démocratie est engagée devant les électeurs, mais il n'en demeure pas moins que la contribution de beaucoup d'acteurs au processus de la décision publique rend problématique la question de la responsabilité finale. D'où la mise sur l'agenda des problèmes éclaire la façon dont quelques problèmes obtiennent l'attention des pouvoirs publics selon les modalités spécifiques analysées à la section suivante. L'opportunisme électoral, électoraliste et des manipulations macroéconomiques ont-elles un impact sur l'efficacité de la politique publique à court et à long terme? Cela demeure une question. On constate qu'à court terme, elle reste largement donc dépendante des cycles politiques et demeure exposée à l'opportunisme électoraliste des acteurs ainsi qu'à la surenchère des promesses électorales. Nous parlons de la politique publique. Ce postulat est basé sur l'hypothèse que d'un électeur rationnel qui maximise les flux d'utilité en fonction des programmes politiques qui lui sont offerts par chaque candidat, chaque parti politique ou plateforme politique, ou en fonction des valeurs éthiques que cet électeur juge préférable pour la société. Le bénéfice obtenu
par cet électeur médian procède de la différence entre les offres politiques concurrentes qui lui sont présentées. Toute chose restant égale par ailleurs, sera donc préféré à l'autre le candidat dont l'offre politique présente une fonction d'utilité optimale pour l'électeur. Quelles sont les modalités de la décision de politique publique? Pour bien comprendre selon quelles modalités les questions sociales ou sociétales deviennent objet de politiques publiques et figurent dans l'agenda politique et dans les budgets de l'État, on procédera à l'examen de quelques modèles d'ouverture de l'agenda de politique publique. D'abord, la notion d'agenda politique. En politique publique, qu'est-ce que ça veut dire? Dans son acception, la plus simple, la plus ordinaire, la plus connue, la notion de mise sur l'agenda ou d'inscription sur l'agenda, c'est selon. Pour reprendre un peu le vocable anglo-saxon, agenda setting. Cet agenda désigne l'étude et la mise en évidence de l'ensemble de processus qui conduisent les faits sociaux à acquérir le statut de problème public. Ainsi, lorsqu'ils deviennent publics, les problèmes ne relèvent plus de la sphère privée ni de la fatalité et doivent faire l'objet de débats médiatiques ou politiques. Il serait toutefois réducteur de ne voir dans la mise à l'agenda, de l'inscription sur l'agenda, qu'une simple inscription des problèmes publics à l'ordre du jour du calendrier politique, mais plutôt un processus qui requiert des interventions de pouvoir public. En termes polysémiques, qui peut être étendu à la fois aux médias, aux syndicats, aux formations partisanes, partis politiques, l'agenda est loin d'être un simple reflet des demandes sociales. Il ne saurait non plus se résumer en rapport de force entre les différents groupes d'intérêt en concurrence sur l'espace public. Pour être porté avec succès à l'agenda, un problème public requiert des moyens matériels, financiers et humains, un rassemblement de coalitions ainsi que des négociations entre les groupes en présence. Bref, l'inscription sur l'agenda procède d'un rapport de force. D'une manière générale, il ne saurait être confondu à l'expression des demandes sociales. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais on distingue plusieurs types d'agendas. Je fais très très rapidement. Un agenda systématique ou systémique et un agenda institutionnel. En sciences politiques, on entend par agenda systémique l'ensemble de problèmes publics qui déterminent à un moment donné l'attention ou l'action des pouvoirs publics. L'agenda peut découler de la pression sociale en fonction de la demande du groupe mobilisé. On parle alors d'agenda systémique. Il peut aussi se définir en référence aux politiques publiques effectivement engagées ou envisagées par les pouvoirs publics. Dans ce cas, on parle d'agenda institutionnel. Même si entre les deux principaux types d'agenda se situent de nombreux agendas sous-systémiques qui relèvent ou non des catégories principales dégagées par Cobb et Elder, quelques penseurs des sciences politiques. Et puis, il y a l'agenda routinier, agenda concurrentiel et agenda structurel. Au sein de l'agenda institutionnel, on distingue également l'agenda routinier qui mobilise l'action de l'État au quotidien. Par exemple, la lutte contre le chômage, il est permanent. Lutte contre la criminalité, la prévention des accidents. Et puis il y a l'agenda conjecturel relatif au traitement périodique des problèmes publics apparaissant à l'occasion
par exemple des catastrophes naturelles ou des perturbations climatiques. Quant à l'agenda structurel, il répond à la nécessité d'inscrire l'agenda de l'État de manière volontariste dans la lutte en faisant prévaloir les activités à rendement croissant qui garantissent la solidité et l'efficacité de l'État. En substance, lorsqu'on le transporte au niveau de finances, les finances publiques sont donc au carrefour de l'agenda institutionnel, de l'agenda routinier, conjoncturel et structurel. Il y a concurrence aussi entre l'agenda ou des agendas, entre l'agenda local et les politiques publiques transnationales. En République démocratique du Congo, l'application des programmes de gouvernement du Parti du peuple sous la reconstruction et la démocratie, le PPRD par exemple, issu de son projet de société, pour des législatures qu'on connaît maintenant parce qu'on peut les mesurer, elles sont achevées, de 2006 à 2011 et puis de 2011 à 2016, dénommés respectivement 5 chantiers et révolution de la modernité. Donc ces deux agendas ont fait l'objet de vives critiques de la part des bailleurs de fonds bi- et multilatéraux de la RDC, en raison des divergences substantielles sur la forme ou sur les fonds entre les exigences de ces derniers et les orientations idéologiques voulues par les acteurs politiques au pouvoir. Il en est de même de l'influence qu'exercent des politiques publiques transnationales comme la DCRP, les ODD, sur l'agenda au niveau national, accentué par la mondialisation. Les phénomènes de gouvernance à multiples niveaux trouvent davantage sa matérialisation dans le processus budgétaire, où l'imbrication des règles d'origine internationale semble prévaloir sur l'agenda local et entre parfois en concurrence avec ces derniers. Une analyse des finances publiques à travers le prisme de l'analyse des politiques publiques conduit à réfléchir sur les fonds de l'ordre politique, sur la façon dont le gouvernement donne du sens à son action, hiérarchise les priorités, alloue ses ressources, gère ses moyens, souvent qualifiés de rares, en fonction d'une multiplicité de jeux d'intérêts et des acteurs. Et dans le système politique congolais, c'est le gouvernement qui joue le rôle d'agenda setter, c'est le metteur en œuvre de l'agenda, c'est-à-dire l'acteur principal qui, en orientant la politique nationale, fixe les priorités sectorielles à inscrire dans les lois de finances. Bon, je passe en revue rapidement les types d'agenda, sans pouvoir les expliquer, issus de différents modèles. Le modèle de la mobilisation, modèle de l'offre politique, modèle de la médiatisation, modèle de l'anticipation. Je m'arrête un peu sur ces modèles, parce que dans ces modèles, les experts de la sphère administrative et politique influencent, bien sûr, la décision publique, au moyen de productions savantes, les plus souvent à caractère prospectif. Ainsi, les études d'impact, les analyses et articles scientifiques peuvent contribuer à l'inscription d'un problème public dans l'agenda. Et il est important d'avoir de la prospective dans la réalisation d'une politique publique, c'est-à-dire anticipation. À ces sujets, des think tanks ou des laboratoires d'idées participent de ces modèles de mise sur l'agenda. Leur rôle est de plus en plus important à telle enseigne que certains partis politiques travaillent en synergie avec eux afin de valider et de donner forme à des politiques publiques. Certains partis politiques eux-mêmes ont des think tanks qui les aident à élaborer leur vision des politiques publiques. Mais la mise sur l'agenda peut être
déniés par des acteurs. D'une part, ces dénis d'agenda s'expliquent pour les acteurs politiques ou politico-administratifs, dans la saturation de l'agenda institutionnel. Une simple accoutumance au procédé de l'agenda peut faire barrage aux pressions exercées pour inscrire un problème à l'ordre du jour du gouvernement. Et il est aussi courant de voir des acteurs s'opposer à la mise ou à l'inscription sur l'agenda à cause d'un manque suffisant d'informations. D'autre part, pour dénier l'agenda, des groupes victimes de certaines mesures et d'une manière générale, des groupes vulnérables peuvent s'opposer avec des formules diverses à l'inscription d'un projet au budget de l'État à cause de multiples enjeux susceptibles de mobiliser ces groupes. Il peut s'agir des enjeux socio-économiques, économico-financiers, comme en matière de politiques environnementales, ou les problèmes d'emploi, ou des moyens financiers mobilisant des bénéficiaires à s'opposer à l'inscription d'un problème d'emploi, à l'inscription d'un programme contraire à leurs intérêts au budget de l'État. D'autres groupes identitaires ou communautaires des spécialistes, médecins, magistrats, avocats, malades séropositifs, victimes de conflits, ainsi de suite, peuvent obtenir aussi la non-inscription d'un programme à l'agenda en fonction de leurs intérêts. Si ces groupes, ou si des groupes qui sous-estiment, ou qui s'estiment plutôt lésés, ont tendance à se mobiliser pour des raisons symboliques, raisons identitaires, mais aussi matérielles, les acteurs politico-administratifs justifient leur refus d'inscription de certains problèmes sur l'agenda pour éviter la surcharge de l'agenda, soit par opposition idéologique aux groupes qui portent la cause, soit par méfiance à l'égard des informations fournies par le groupe qui porte la cause, soit enfin par simple routine bureaucratique. Ainsi, les syndicats des métiers menacés par la révolution de l'intelligence artificielle, par exemple, peuvent contraindre les autorités budgétaires à refuser d'inscrire à l'agenda public les ressources destinées à implanter l'intelligence artificielle. Mais quelles sont les conditions du succès de l'inscription sur l'agenda? Pour les acteurs de l'analyse des politiques publiques, l'établissement du programme dans un budget ou dans une politique représente un élément fondamental en démocratie. Mais la possibilité ou l'impossibilité de voir un programme figurer sur un agenda politique ne repose pas forcément sur les problèmes de moyens, matériels soient-ils ou financiers. Entre en compte principalement les capacités des décideurs à mobiliser les atouts symboliques dont ils disposent pour fixer les périmètres de problèmes et les situations envisageables, tout en ayant recours aux symboles culturellement compatibles avec l'opinion publique. J'ai évoqué tout à l'heure l'influence des acteurs internationaux sur l'agenda national. Revenons-en un tout petit peu rapidement. Et puis, je vais aller vers les conclusions. S'il est habituel de voir le gouvernement déployer toute son ingéniosité pour s'opposer au déni d'agenda, il n'en demeure pas moins que face aux pressions et réalités, tant nationales qu'internationales, les autorités politico-budgétaires ne disposent que d'une maigre marge de manœuvre et finissent souvent par ouvrir leur agenda budgétaire aux réformes et programmes influencés par certaines organisations internationales. C'est notamment le cas de la pression exercée tantôt par les provinces et les organisations financières internationales, le FMI et la Banque mondiale en particulier, d'où des dynamiques d'ouverture des agendas pour les autorités politiques. L'élaboration des lois de finances n'échappe pas aux lois qui régissent
les politiques publiques. Étant d'ailleurs entendu par celle-ci et trouvant les meilleures expressions du point de vue temporel et qualitatif, il est important et symptomatique de relever que dans le domaine budgétaire, l'État couvre son agenda aux pressions internationales. À défaut d'ouvrir cet agenda budgétaire en fonction de recommandations des partenaires extérieurs, l'État articule son périmètre budgétaire en tenant résolument compte des paradigmes qui structurent les politiques publiques au niveau international. Ainsi, les programmes comme les objectifs du millénaire pour le développement ou les objectifs de développement durable, les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, font-ils l'objet d'une adaptation entre les budgets et les recommandations y afférentes. Poser les problèmes de groupes d'intérêt dans la mise ou de l'inscription sur l'agenda des politiques, c'est s'interroger sur les mécanismes grâce auxquels les lignes budgétaires annuelles ou pluriannuelles sont inscrites dans les programmes de gouvernement. C'est surtout rendre compte de logiques et de logiques plurielles qui sont à l'œuvre dans la conception et l'exécution des politiques publiques, plus particulièrement en matière budgétaire. Parmi ces logiques à l'œuvre, outre les pressions internationales directement exercées par des groupes d'intérêt au niveau national ou international, je voulais dire, il faut aussi noter l'influence indirecte que subissent les pouvoirs publics dans l'élaboration de leur budget au niveau national. Cette influence directe provient essentiellement de la dynamique de l'économie politique internationale, davantage fondée sur des théories libérales. En effet, l'économie politique internationale est une discipline qui s'intéresse particulièrement aux relations de pouvoir et aux interactions entre l'économie, c'est-à-dire la création de la richesse, et la politique, qui veut dire le pouvoir des États, au-delà des frontières d'un seul État. D'où la dimension internationale. Prof, désolé de vous interrompre, je vais faire un peu comme vous au CHESD pour vous demander de synthétiser. Merci. C'est ma dernière ligne droite. Merci. Merci. Je vais juste souligner les défis qui guettent les politiques publiques. Et je m'arrête là. D'une manière générale, l'examen du processus de la prise de décision publique, comme on l'a vu tout à l'heure, a eu pour principal objet de construire le champ d'action et des acteurs des décisions budgétaires. En effet, en démocratie, savoir localiser les responsables des décisions en amont et en aval, c'est permettre aux citoyens contribuables de situer la chaîne de la redevabilité. Qui a décidé quoi? Qui exécute quoi? Qui contrôle qui et quoi? Or, dans les domaines des finances publiques, la mise ou l'inscription sur l'agenda obéit à une logique de pluralité d'acteurs aux intérêts pas toujours convergents. Ainsi, le budget de l'État est-il l'application du programme politique de la majorité présidentielle, bien sûr, mais est-il, posons la question, est-il l'adoption des objectifs de développement durable ou plutôt des conséquences des diverses recommandations et injonctions des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds et internationaux? Quelle est la part du citoyen lambda? Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce commentaire combien pertinent. Nous allons faire le devoir de rendre disponible pour les chercheurs qui seraient intéressés. Vous rappelez que le domaine des finances publiques est aussi, on va dire, celui des rapports de force entre différents groupes d'intérêt qui se disputent autour de l'allocation des ressources publiques. Et la question très pertinente que vous posez à la fin, c'est finalement quelle est la place du citoyen lambda. Je m'en vais inviter le professeur Kassechi
à nous livrer son commentaire de l'ouvrage, naturellement puisqu'il est économiste, en insistant sur la perspective des sciences économiques. Merci pour la parole, Monsieur le modérateur. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je me fais l'honneur de me tenir devant vous grâce à Serge, que j'apprécie particulièrement et qui m'a invité à rendre compte de l'analyse économique de son livre. Cher Serge, l'année 2021 fera désormais date, pour vous-même d'abord, pour notre pays ensuite, enfin pour les amoureux de la science en général, de la science économique en particulier, car en effet, par votre ouvrage « Droit et économie des finances publiques en République démocratique du Congo », vous êtes entré dans ces cercles que je me permets d'appeler les cercles des immortels. Par la pensée, on ne meurt jamais. Immortel, parce que vous avez décidé de partager ce qui est le plus profond en vous-même. Je voudrais aussi, de passage, me permettre de baptiser ce livre comme une somme économique. Et pour tous ceux qui connaissent un peu de théologie, savent que je pense à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Somme théologique, somme économique, parce que ce livre est au carrefour de plusieurs sciences, comme l'a souligné le professeur Moussila, comme le modérateur l'a dit, et même le professeur Jean-François Boudet qui a préfacé le livre, qu'il appelle un traité. En effet, tout y est, ou presque. Avec beaucoup de joie, je retrouve Keynes dans vos analyses, et qu'il me soit permis de rappeler ici que Keynes fut écrivain, et vous l'êtes, journaliste, je ne sais pas, fonctionnaire, vous l'êtes, militant politique, vous l'êtes, conseiller du prince, vous l'êtes, négociateur international par les marchés publics, vous l'êtes, spéculateur, vous l'êtes, homme d'affaires, je le crois aussi, fermier, vous ne l'êtes pas, protecteur des arts et collectionneur, je ne sais pas si vous collectionnez les arts, philosophe. Regardez combien c'est impressionnant de faire allusion à Keynes et de vous regarder droit dans les yeux et vous dire merci pour cet ouvrage. Parce que j'ai presque tout trouvé et je me dis comment on pourrait enseigner les finances publiques, les droits, sans se référer à cet ouvrage qui, à mon avis, devient un manuel dont on ne peut se passer. Je voudrais un clin d'œil à Yuval Noah Harari, qui en fait un des auteurs du best-seller Sapiens, mais qui a écrit un livre en 2018 que vous citez d'ailleurs, et j'en suis fier, 21 leçons pour le 21e siècle. Harari dit tout simplement que tout scientifique borné ne pourra pas traverser ces siècles, ce 21e siècle, c'est-à-dire qu'il disparaîtra. Et je vois dans cet ouvrage que vous n'êtes pas borné, et je suis sûr aussi que vous ne disparaîtrez pas, parce que tout simplement vous êtes entré dans la classe des immortels. Par ailleurs, quand je reviens à Keynes, je me demande où peut-on classer un scientifique comme lui. Et là encore, Keynes nous dit, un bon économiste, il ne peut pas être tout simplement économiste, il doit être un mathématicien, un philosophe, un sociologue, un politologue. En fait, il doit être un peu de tout. Et je me dis,
finalement, Serge, c'est un keynésien. Par votre ouvrage, je me dis aussi, les gens ont l'habitude de dire, Keynes disait à court terme, à long terme, nous serons tous morts. En fait, on ne va pas se préoccuper du long terme. Mais quand on regarde cette question des finances publiques, et quand on regarde les thématiques qui frappent notre monde, je pense notamment à la crise des subprimes de 2008, mais je pense aussi à celle que nous sommes en train de traverser du Covid-19, le Covid-19, je me dis finalement, à long terme, Keynes n'est jamais mort, et à long terme, Keynes ne sera jamais mort. Et vous nous en offrez ici l'exemple ou la preuve. J'ai regardé que vous avez laissé une part belle à l'économie dans votre livre, et sur 7 chapitres, vous nous avez consacré, je n'oublie pas les débuts, tout ce qui est au début, vous avez consacré à partir de la page 449 jusqu'à la page 583, votre analyse, votre vision de l'économie appliquée aux finances. Je suis content de voir que vous commencez par une perspective historique, et là, vous êtes un historien, parce que vous placez d'abord cette question des finances publiques au cœur du débat qui traverse en gros toute l'histoire économique, si je peux me résumer comme ça, qui peut aller des mercantilistes jusqu'à nous aujourd'hui, en montrant que les débats finalement s'écorcent autour de la relation État-marché pour se poser la question: quel est le meilleur régulateur de l'économie? Est-ce l'État ou le marché? En essayant de montrer que le 19e siècle a été dominé par le libéralisme, avec cette façon de voir les choses, qu'il faut un État minimal qui serait réduit à ses missions régaliennes, on laisserait les marchés, on laisserait faire le marché, on laisserait passer les marchandises. Mais vous nuancez aussi, si on doit prendre un peu de recul, on va se dire, mais finalement, le 19e siècle ne s'est pas terminé comme il a commencé. Il est vrai qu'il a commencé avec cette dominance du libéralisme, mais n'oublions pas que la route de Karl Marx est passée par là, et n'oublions pas que l'école historique allemande, avec pionnier Liszt, est passée par là, et n'oublions pas que le siècle, en fait, s'est terminé par ce qu'on appelle l'interventionnisme raisonné, avec les écoles suédoises et italiennes, donc je pense particulièrement à Mazola, à Wicksell et les autres. Le XXe siècle va prendre le contre-pied de l'évolution du XIXe siècle, parce qu'avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, on va finalement voir, comment je peux dire, l'intervention de l'État prendre de plus en plus de l'ampleur, avec finalement un État qui s'affirme et qui doit s'affirmer, et arrive alors le keynésianisme, Keynes, qui va affirmer le rôle de l'État dans la fixation de ce qu'il appelle la demande effective, mais qui va aussi préparer le terrain, il faut bien le dire, à ce qu'on Beveridge va appeler l'État-providence, à la fin, en fait, au début des années 40, pour montrer que l'État, finalement, doit prendre en charge les personnes en besoin, doit prendre en charge, il doit sortir de ses missions régaliennes pour qu'il devienne un État régulateur, mais en fait un État qui a des missions qui s'éclatent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Finalement, à travers le siècle, ne va pas continuer avec ces politiques keynésiennes qui ont dominé ce qu'on appelle, en fait, Jean Fourastier qui appelle le 30 glorieuses, parce qu'il y a un retour en force de l'école néolibérale qui finalement va réajuster les choses, et ces retours dans les années 80 du courant néolibéral réajustent un peu pour que les siècles se terminent dans une espèce de réconciliation, dans une espèce de rencontre, de complémentarité entre la vision libérale et la vision des keynésiens, les nouveaux keynésiens, les nouveaux classiques. La vérité, c'est que nous évoluons dans des économies mixtes. Il n'est pas possible de dire c'est l'État ou le marché. Les deux mécanismes de régulation sont nécessaires,
Mais la question qui reste maintenant à se poser, mais quel est le meilleur, à quel moment c'est l'État qui se trouve, qui se positionne mieux pour telle affaire, et puis dans quel autre domaine où on se dit, on laisse faire le marché. Voilà la vraie question. Finalement, ça nous amène dans le premier chapitre, en fait, quand je dis le premier chapitre, dans ce qui est consacré à l'économie, Serge réfléchit sur les fondements et les limites de l'interventionnisme. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire, c'est vrai, le marché ne peut pas tout faire, il y a des limites, les défaillances du marché sont connues en matière de biens publics, en matière de l'existence des externalités, en matière de monopole naturel, l'État est défaillant. En fait, le marché est défaillant et donc on a besoin de l'intervention de l'État. Mais il ne faut pas non plus oublier que des écoles comme les écoles de choix publics montrent que non, l'État, parfois quand il arrive, là où il doit résoudre un problème, il amène des problèmes. Et l'école de choix public, par exemple, avec les Buchanan, les Tulloch, ils désirent tout simplement que l'État n'ait rien à faire. Mais toutes ces évolutions sont à prendre en fonction des temps qui nous affectent. Et Keynes restera, quand je dis vivant, parce que finalement on se dit, en temps de crise, et quand les crises arrivent, on voit que c'est toujours finalement l'État, j'allais dire, qui met la main dans la poche pour sauver les marchés, les entreprises, les ménages. Donc on a bien besoin de l'État. Mais ces problèmes des externalités, l'asymétrie d'information, et là, bien sûr, merci aussi d'avoir fait un clin d'œil à Tirol. Quand je dis Jean Tirole, quand je dis que finalement l'État reste immortel, oui, de toute façon c'est un acteur immortel. Mais regardez Tirol, prix Nobel en 2014, qui écrit les livres intitulés L'économie du bien public, c'est un libéral, hein? Mais regardez bien les titres de son livre Économie du bien public. Donc nous sommes dans cette approche, finalement on se dit, nous sommes au carrefour de problèmes et certains ne peuvent être résolus que par l'État. Vous avez mobilisé, Serge, des outils mathématiques et des outils propres aux économistes, bien sûr, et ce qui est normal, pour essayer finalement de concilier, et là je suis d'accord aussi avec vous, et ça vous ressemble bien, l'individualisme méthodologique et le holisme méthodologique. Donc en gros, quand je dis que lui-même aussi reste inclassable, Keynes d'ailleurs ne voulait pas qu'on les classe dans une rubrique, cette réconciliation entre l'individualisme méthodologique propre au courant libéral et le holisme méthodologique propre au courant interventionniste nous montre bien qu'on peut avoir des modèles d'estimation ex ante, ex post, pour la révélation des préférences. En gros, quand l'État doit intervenir, notamment dans des domaines, on va dire, non marchands, le problème qui se pose, c'est celui de se demander, mais comment va-t-il faire pour agréger les préférences des gens qui sont, comment je peux dire, chacun poursuit son intérêt, si on revient à la maxime d'Adam Smith. La tâche de l'État n'est jamais facile. Peut-être pour en parler, ça paraît facile, ou pour en critiquer les modalités, ça paraît facile. Mais sur le terrain, ce n'est pas aussi évident parce que vous passiez par ce qu'on appelle l'approche par les préférences révélées et que vous passiez par l'approche par les préférences déclarées, même sur le plan mathématique, vous voyez que tout reste soumis à la critique. Vous avez aussi fait appel à la théorie des jeux pour montrer que si on restait dans un jeu à somme nulle, les acteurs vont toujours chercher comment je fais pour minimiser les pertes, comment je fais pour que là où je minimise les pertes, je maximise ma stratégie. Mais vous êtes allé plutôt vers les jeux simultanés à la recherche de l'équilibre. L'État cherche l'équilibre. L'équilibre social, l'équilibre économique. Mais aujourd'hui, on introduit dans la réflexion par rapport, par exemple, aux aspects développement durable, ce qu'on appelle la rentabilité socio-économique et la rationalité politique. Comment faire pour faire croiser
c'est rationalité. Rationalité financière avec l'objectif maximisation financière, rationalité politique, rationalité socio-économique. Comment faire parler les rationalités pour arriver à l'équilibre? Donc, j'ai fait le voyage en lisant aussi votre chapitre 2, Fonction économique de l'État, où vous vous appuyez sur Musgrave. En fait, on est dans des choses vraiment à connaître et c'est bien de nous les rappeler, la fonction d'allocation, la fonction de redistribution et la fonction de stabilisation. Donc, l'État est appelé, et là aussi, à intervenir, mais c'est à l'État d'allouer de manière optimale les ressources. Mais quand nous disons allouer de manière optimale, qu'est-ce que c'est l'optimalité? Vous vous appuyez sur Pareto pour montrer qu'il y a un optimum pour essayer d'orienter les décisions et les raisonnements, la réflexion. Mais même l'optimum de Pareto est insuffisant pour aller plus loin dans la justice sociale. Et là, vous faites entrer encore, je crois, X égale d'or. X égale d'or, c'est ce qu'on appelle le principe de compensation, pour montrer qu'on peut dépasser, bien sûr, les critères de Pareto. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, parce que vous avez fait venir aussi, dans votre raisonnement, Amartya Sen, pour montrer que, finalement, la distribution des capacités, quand les gens arrivent, quand l'État arrive à favoriser les capacités, je ne peux pas traduire ça autrement, sinon, je ne sais pas si je ne trahirai pas, comment dirais-je, notre auteur, mais en fait, le développement et la mobilisation des finances passent par ce que l'État fait, donner des capacités productives ou rendre les talents des individus producteurs pour enfin capter les ressources. Et puis, il y a aussi John Rawls qui passe par là, avec le principe de la justice sociale. Donc, au cœur de la réflexion se trouve l'institution ou ces positionnements des individus avec les positions ouvertes dans une société pour qu'on arrive à cette dose. Finalement, la justice sociale entre dans l'analyse économique comme un moyen aussi de réguler. Vous voyez que les économistes ne s'enferment pas dans les modèles et les modélisations, si vous voulez, mais ils essayent aussi d'avancer, parce que quand on intègre John Rawls et quand on intègre les autres, on comprend très bien qu'on ne voudrait pas en rester aux chiffres et à nos modèles, parce que le monde aussi complexe que la République démocratique du Congo, ou le monde en général, ne peut pas être, comment je peux dire, réduit dans un modèle. D'ailleurs, le modélisateur l'a dit, vous êtes passionné d'Edgar Morin, et j'en suis aussi fier, mais ça, c'est juste un clin d'œil pour qu'on continue. Donc, dans la fonction de stabilisation, vous avez maîtrisé aussi les outils keynésiens, notamment ceux que les étudiants ont l'habitude de... En fait, ils connaissent, et s'ils ne connaissent pas, peut-être c'est à consulter, les ISLM, auquel ISLM vous avez ajouté l'offre agrégée et la demande agrégée pour nous faire comprendre que le marché monétaire, finalement, est un des lieux de réflexion pour poser le politique budgétaire discrétionnaire, les règles budgétaires pour la maîtrise des finances publiques, car il est nécessaire de contenir la tendance quasi naturelle des décideurs politiques à augmenter les dépenses publiques et donc à augmenter les déficits. Mais les déficits, c'est vrai, ça existe depuis que le budget est apparu. Et là, je voudrais inviter les gens peut-être à vous lire pour délecter tout ce que je suis en train de dire. Des règles sur l'équilibre entre rigidité et équilibre, la règle d'or des finances, rien ne manque. Vous avez souci que tout figure dans votre texte. Finalement, même les réformes, les préoccupations institutionnelles, on les trouve dans votre texte. Les finances publiques ont besoin de règles, comme toute société a besoin de règles pour mieux fonctionner. Qu'on soit dans une approche où on intégrerait les pays riches en ressources naturelles, et vous avez des approches procycliques, contracycliques de notre politique budgétaire, et vous terminez finalement par l'hypothèse des revenus permanents, où vous pensez bien sûr à Milton Friedman. Parce qu'il n'est pas facile de, comment dirais-je, de satisfaire la demande sociale.
l'équilibre social, vous vous appuyez sur les théorèmes de l'impossibilité d'Arrow pour montrer qu'il est difficile d'agréger les préférences des individus. Ça, si Arrow le dit, les politiques, ceux qui sont sur le terrain, le vivent et le voient. Votre 4e chapitre, finalement, vous passez le 4, 5, 6 jusqu'à la fin, vous entrez dans une approche en termes d'économie politique des finances publiques. Et je suis content que, en fait, ces derniers chapitres sur l'approche économique soient posés en termes d'économie politique, c'est-à-dire une réflexion sur la réflexion. Et cette réflexion tombe sur les systèmes fiscal optimal, qu'on se réfère à la courbe de l'affaire, qu'on se réfère aux approches en termes d'anticipation rationnelle, qu'on se réfère à l'équivalence ricardienne, on doit continuer à se dire, et on se le dit ici, qu'un système fiscal optimal, c'est toujours un jeu d'équilibre, un jeu qu'on cherche, mais ce n'est pas facile d'arriver à l'équilibre. De toute façon, à aucun moment, le monde se trouve en équilibre, et ce n'est pas l'économie qui va être en équilibre. Notre propre vie, elle est difficile à trouver cet équilibre. Donc vous dites, est optimal tout système fiscal qui minimise la perte sèche, c'est-à-dire qui accroît ou laisse inchangé les surplus du consommateur et des producteurs. Et là encore, il y a un nouveau keynésien, Stiglitz, sur lequel vous vous appuyez, mais vous n'avez pas laissé de côté la règle de Ramsey. Et finalement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je dois chercher qui manque dans ce texte? Et j'avais envie de chercher ce qui manque, mais je me suis dit, il y a des choses bien sûr qui restent à approfondir, parce qu'il a essayé de tout ramasser, c'est Serge. Et c'est comme s'il n'avait pas envie qu'après lui, des chercheurs se mettent à dire des choses. Mais en fait, puisque tout travail scientifique, disait Keynes, est toujours soumis à la critique, parce que pour Keynes, la critique, même quand elle est acerbe, elle est fonction de progrès social, de progrès économique. Parce que ce sont des idées qu'il faut critiquer, jamais les individus. Donc vous, justement, dans le 5e chapitre économie publique des dépenses publiques, vous en êtes venu au multiplicateur. Si on avait le temps peut-être d'ennuyer les gens, on l'aurait fait avec des projections de tous les modèles mathématiques. Et là aussi, j'ai essayé de regarder. Je me suis dit, tiens, bon, très bien, les maths, il les maîtrise aussi, donc il pourra enseigner l'axiomatique. Et la dernière section de ce chapitre, bien sûr, est consacrée au financement des déficits publics. Et là, vous êtes retombé sur notre pays pour dire, depuis les années 90, notre pays a été caractérisé par une monétisation des déficits. Ok, la planche à billets, avec des niveaux qui vont à 82, 92 et puis jusqu'à 80 dans les années 93. Mais les déficits peuvent être aussi financés par l'augmentation des recettes fiscales. Alors là, c'est intéressant de réfléchir sur ce type d'approche. Et l'émission des valeurs du trésor, il y a moyen de regarder aussi, bien sûr, l'emprunt obligataire. Ça, ce sont tous les États du monde essayent de voir comment faire. Le dernier chapitre, l'économie politique de la dette publique. Alors là, je me suis dit, mais lui, en fait, j'ai eu la chance de l'avoir et l'honneur de l'avoir et d'être là aujourd'hui. Je suis en train de préparer un article sur l'économie, en fait, la dette, la solvabilité de la dette publique africaine. Hein. Je suis à l'échelle africaine. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient encore faire avec cette dette publique ici? Parce que quand l'article sortira, on pourra discuter. Mais en fait, là aussi, je trouve que vous avez déjà, en 3 sections, présenté les indicateurs, j'allais dire classiques, pour mesurer l'endettement. Bien sûr, dette publique, les ratios dette publique PIB, dette exportation, service de la dette exportation, service de la dette et recettes fiscales, dette extérieure à court terme et réserve de devises, réserve en devises. Et puis, vous terminez par cette analyse de l'impact macroéconomique de la dette. Même alors, finalement, tout fait discussion. Parce que même l'impact macroéconomique de la dette, vous trouverez toujours des modèles, des analystes
les travaux empiriques dire la dette n'a pas d'impact, ou quand elle a un impact, il y a des effets d'éviction, mais d'autres vont vous dire non, tout dépend de la finalité de la dette. Est-ce que s'endetter c'est mauvais? Là, laissons ça au débat. Est-ce que s'endetter c'est mauvais? Mais vous le dites aussi ici, tout est problème. Quand on s'endette pour financer le coût de la vie, la dette elle est mauvaise. Quand on s'endette pour financer les dépenses productives, il n'y a pas de mal à l'endettement. Donc du coup, et là aussi je trouve votre analyse, vous êtes juste en fait dans la manière d'aborder les choses. Et vous avez fait honneur aussi à notre pays pour revenir à sa petite histoire, hein, avec les 3 facteurs qui expliquent l'augmentation exponentielle de l'endettement du Congo depuis 65. Où vous pensez aux besoins d'équipement du pays, à la zarianisation, et puis au second choc pétrolier de 1979. Et vous avez finalement dit le pays, pour qu'il aille sur les marchés financiers, qui ont toujours peur de ce qu'on appelle les risques pays, vous avez dit il faut peut-être améliorer la qualité des institutions et la gouvernance, et cela peut permettre à notre pays d'avoir un endettement soutenable. Voilà comment je vous ai compris, parce que c'est par là que ça se termine. Et donc je me suis dit, tiens, nous pouvons réfléchir, nous lançons la réflexion. Il faut lire Serge si vous voulez vous délecter de tout ce qu'il a écrit ici. Je me suis dit, avec cet agenda 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable, notre question doit être, et nous préoccuper en termes de finances publiques, comment mobiliser localement les finances, publiques. Mais cette question nous envoie aussi à la question subsidiaire, comment financer localement le développement en faisant de l'emprunt un outil secondaire, même quand il serait principal, c'est pour donner au pays les capacités de se prendre en charge. Et je vais terminer par Keynes. C'est pas mauvais, non? Bien. Donc, encore une fois, Keynes nous dit, en relisant, en fait, quand j'ai dit Keynes nous dit, je paraphrase, parce que je ne les cite pas comme il le souhaite. Quand il a proposé, en fait, qu'on euthanasie les rentiers. Hein, vous vous souvenez, non? Allons-nous euthanasier les rentiers ou allons-nous rationaliser notre manière de mobiliser les finances, les recettes pour lancer le pays sur l'orbite du développement? Serge, merci et merci pour ton livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Kassechi, pour votre commentaire qui témoigne que vous avez parcouru toutes les 750 pages de ces livres parce que vous en faites une économie tout à fait pertinente. J'ai eu la chance d'accompagner la rédaction de ce livre sur plusieurs années et vous n'avez absolument aucun retard. Je constate même qu'il y a des profondeurs que moi je n'ai pas perçues, que vous avez délivrées. Juste pour répondre à vos 2 petites préoccupations, est-ce que Serge est collectionneur? Oui, j'ai la chance d'accéder à sa bibliothèque personnelle, sauf qu'il collectionne des livres, un peu comme Umberto Eco, qui est l'un de ses philosophes préférés aussi, qui avait plus de 30 000 bouquins. Je pense qu'il fait partie des gens qui ont la plus grande bibliothèque privée, mais avec un ratio livres lus sur total livres très élevé. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des livres, il faut les lire. Alors la deuxième question, vous demandez si Serge est homme d'affaires. Je pense que c'est à peu près, parce que les dernières touches de ces livres ont été faites dans un cabinet, dans les bureaux d'un cabinet d'affaires ici, dont le responsable est présent. Donc c'est quelqu'un qui côtoie aussi ces milieux. Finalement, c'est une belle réplique, une belle représentation de ce que John Maynard Keynes lui-même était, comme vous l'avez souligné. Merci, prof, parce que vous atterrissez sur un point tout à fait pertinent, encore une fois, ce qui interroge notre capacité à mobiliser des ressources, capacité innovante, à mobiliser des ressources à la hauteur de notre ambition, de nos ambitions de développement pour le long et moyen terme. C'est bien d'avoir des ambitions, encore faudrait-il commencer la réflexion sur notre capacité
à mobiliser effectivement des ressources saines pour les financer. C'est pourquoi j'aimerais quand même mentionner ici avec une certaine satisfaction que ces questions purement intellectuelles intéressent un panel de gens qui viennent d'horizons différents, des hommes d'église, des professeurs d'université, des responsables de partis politiques, des professeurs de droit, mais aussi des musiciens. J'ai vu un musicien dans la salle. Et ça, c'est typiquement l'esprit qui a toujours habité Serge, cette ouverture intellectuelle, cette multidisciplinarité. Alors avant de continuer, nous allons écouter une lecture d'un passage du livre de Serge, que j'ai eu, encore une fois, l'honneur de choisir moi-même, qui ne parle pas d'économie, je suis économiste, mais qui parle plutôt du droit constitutionnel. On va faire cette lecture sous, on va dire, l'œil vigilant des constitutionnalistes qui sont ici. Il y en a un que vous avez peut-être reconnu, qui fait autorité scientifique sur ces questions-là. Je vais inviter Madame Soraya à nous faire la lecture d'un passage du livre. Merci beaucoup. Alors, quand on m'a dit que j'allais lire un passage, j'étais très honorée, bien évidemment. J'ai d'abord pensé que c'était parce que je suis dans le domaine du développement. Après, j'ai pensé que c'est parce que j'ai beaucoup encouragé Serge, surtout vers la fin, dans la rédaction de son ouvrage. Mais quand j'ai vu le passage, j'ai tout de suite compris pourquoi c'est à moi qu'on a demandé de lire ce passage, et vous allez le comprendre avec moi. Alors, démagogie, opportunisme électoraliste et contrainte des règles budgétaires. Lorsqu'ils élaborent leur programme, les acteurs politiques ignorent sans doute que la plupart des estimations sont irréalisables à cause des limitations d'ordre économique liées non seulement à la contrainte budgétaire intertemporelle, mais aussi aux projections réalisées par les spécialistes pour l'économie mondiale à l'horizon 2030. Il est possible que les acteurs politiques ignorent également que si on s'en tient aux exigences d'un État de droit, la plupart de ces engagements électoraux ne pourraient être réalisés parce qu'ils iraient à l'encontre des règles budgétaires consignées dans nos lois, et notamment dans la loi relative aux finances publiques. En outre, dans le cadre de la gouvernance multiniveau qui caractérise la gestion des États modernes, faire l'impasse des politiques publiques transnationales peut introduire des biais importants dans la conceptualisation des projets de société. Que vaudrait un projet de société qui ignorerait royalement les ODD ou les recommandations des institutions financières internationales? Du point de vue du droit, plus précisément l'état de droit, chaque candidat président de la République souhaite voir le renforcement de l'indépendance de la Cour constitutionnelle figurer sur son programme. Partant de ce postulat, se basant sur les règles budgétaires inscrites dans l'OLIF, donc la loi des finances publiques, sincérité budgétaire, soutenabilité des finances publiques et règles d'or, la Cour pourrait déclarer contraires à la loi fondamentale les politiques publiques qui sont élaborées ou implémentées en violation de ces règles. Tandis que la Banque centrale, dont l'indépendance devra être renforcée, ne devra pas accepter les politiques publiques inconséquentes du point de vue de la politique monétaire, comme la monétisation des déficits à des fins d'opportunisme politique. Il est surtout souhaitable qu'à travers sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle parvienne à élever au rang des principes à valeur constitutionnelle certaines règles des politiques économiques en vue de préserver la stabilité des cycles politiques et économiques et garantir l'équité intergénérationnelle. L'interprétation impartiale des règles budgétaires par les juges constitutionnels pourra asseoir la crédibilité des institutions et assurer la stabilité institutionnelle. Donc, je peux lire l'autre passage? Alors, juste avant ce passage, comme je ne savais pas si je vais en lire un ou deux, j'ai choisi celui qui allait directement sur la question. Mais juste avant celui-là, il y a le principe de constitutionnalisation-élévation qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, que dit ce principe? Canonisation institutionnelle.
En constitutionnalisant certains principes à travers sa jurisprudence, le juge constitutionnel élève ainsi ces principes au rang de la Constitution et prive ainsi les législateurs du pouvoir d'autodéfinition de sa propre compétence. En effet, dans la mesure où les textes adoptés par le Parlement feront de toute façon l'objet d'un contrôle de constitutionnalité dépassant la simple référence à la Constitution écrite, le législateur voit son travail encadré. C'est ainsi qu'avant sa consécration dans la loi relative aux finances publiques en France, le principe de sincérité budgétaire a été dégagé à partir de l'interprétation des juges constitutionnels. La constitutionnalisation favorise la modernisation, l'unification et la simplification du droit. Le travail du juge constitutionnel reçoit à travers la constitutionnalisation-élévation de sa jurisprudence une canonisation à inscrire dans les marbres constitutionnels. Petite illustration en RDC. La LOFIP définit simplement le principe de sincérité comme la règle budgétaire qui interdit à l'État de sous-estimer ou de surestimer les charges et les ressources qu'il présente dans la loi des finances. Article 3.37. À l'article 11 de la même LOFIP, le législateur exige que tout projet de loi, d'édit, de décision, d'ordonnance ou de règlement ayant une incidence financière soit accompagné d'une annexe précisant ses conséquences au titre du budget de l'année d'entrée en vigueur et de l'année suivante. Au sens de la LOFIP, la sincérité des lois des finances tient compte des données disponibles et des estimations qui peuvent être élaborées en fonction de ces informations sur base de la bonne foi des autorités budgétaires. Le principe de sincérité est à mettre en parallèle avec celui de l'équilibre budgétaire, en vertu duquel l'État doit prévoir les montants des dons et fixer les plafonds des emprunts afin d'affecter ces financements de manière à parvenir à un équilibre budgétaire et financier. Au niveau du pouvoir central, l'équilibre budgétaire et financier doit s'apprécier sur des cycles économiques et ne pourrait en aucun cas être confondu ni avec l'équilibre comptable exigé pour chaque programme ou fonction du budget, ni avec l'équilibre réel, la règle d'or, exigée notamment aux entités infra-étatiques. En outre, l'article 127 de la Constitution encadre le droit d'amendement des parlementaires en matière des lois de finances en disposant que les amendements au projet de loi des finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu'il ne soit assorti des propositions compensatoires. Ce droit d'amendement réglementé peut être réhabilité par le juge constitutionnel si cette dernière estime que l'amendement rejeté par le Parlement est recevable au sens de la Constitution. L'amendement est aussi une manière de renforcer le dialogue interconstitutionnel entre le Parlement et la haute juridiction. Au regard de ces considérations, les pouvoirs des juges constitutionnels sont étendus pour faire respecter la constitution financière de l'État. Ainsi, les acteurs politiques doivent tempérer leur enthousiasme et ne pas considérer que le pilotage de l'action puisse se faire au détriment des règles de politique budgétaire et à l'abri du contrôle de constitutionnalité de leurs décisions par les sages de la République. Or, une des variantes de la sagesse, c'est la prudence dans les prévisions. Merci. Merci beaucoup, Soraya, pour cette lecture qui rappelle le rôle particulièrement important des juges constitutionnels dans l'arbitrage intergénérationnel de l'allocation des ressources. J'inviterai, pour ma part, donc la Cour constitutionnelle peut-être à recruter quelques macroéconomistes pour meubler les réflexions juridiques de quelques courbes, de quelques projections et de quelques chiffres pertinents. Alors, le prochain commentaire et le dernier sur la liste, si je ne m'abuse, sera fait par celui qui représente ici l'autorité budgétaire, ça veut dire le Parlement,
Honorable Éric Chikouma, que j'invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Dandy, pour la parole. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée composée d'éminentes personnalités que vous êtes pour faire un commentaire sur les livres que notre très cher Serge Mahabé Mwanyemi a écrit, livre qui est consacré au droit et à l'économie des finances publiques en République démocratique du Congo. Mon intervention de ces jours va porter sur le chapitre 4 de la sixième partie intitulée « Contrôle politique des finances publiques en République démocratique du Congo ». Le contrôle politique des finances publiques, c'est-à-dire c'est lui qu'exerce principalement les assemblées délibérantes sur la gestion des deniers publics, permet d'assurer que les bénéficiaires des crédits budgétaires respectent réellement les autorisations parlementaires et qu'ils rendent compte de leur gestion devant les représentants du corps social. Ce contrôle peut intervenir ex ante, en amont, lors de l'examen de différents projets de loi, dont celui des finances publiques, ou alors ex post, pour examiner la conformité de l'exécution selon les autorisations budgétaires qui ont été approuvées en amont par le Parlement. L'organisation de ces contrôles parlementaires s'appuie sur un certain nombre de leviers tels que les commissions permanentes ou spéciales, les motions de défiance, les questions orales avec ou sans débat, les questions écrites, ainsi de suite. En mobilisant une certaine littérature de haute facture, l'auteur souligne que le contrôle des assemblées délibérantes sur les gestionnaires des finances publiques peut s'expliquer à la lumière de la théorie de l'agence. Selon cette perspective, les parlementaires sont les agents, c'est-à-dire que le mandataire, et le peuple qui les a désignés est considéré comme le principal, en d'autres termes, les mandants. De l'autre côté, le parlementaire investi du pouvoir de représentation du corps social sont considérés comme le principal par rapport aux gestionnaires des deniers publics, en l'occurrence le gouvernement. L'auteur prend soin de rappeler, je le cite, « Comme dans toutes les relations entre le principal et l'agent, il existe des asymétries d'information et des conflits d'intérêts qui rendent légitime le contrôle du principal sur l'agent. Et donc, je le cite encore, c'est grâce à l'œil du Parlement sur le gouvernement qu'il est possible que le peuple garde son œil sur les élus, en sorte que la lisibilité et la visibilité politique rendent possible le passage d'une démocratie d'expression à une démocratie d'appropriation. » Dit autrement, l'analyse de notre estimé Serge Mahabé conduit à soutenir que sans le contrôle parlementaire, le peuple sera perdant dans la démocratie. Car, dans le cas d'espèce, le contrôle parlementaire consiste à étudier l'impact des politiques publiques mises en œuvre par le pouvoir public en vue de déterminer si le moyen utilisé en produit des résultats efficaces et efficients ou si, à l'opposé, ils ont été gaspillés. C'est là qu'il faudra situer la responsabilité managériale de ceux qui sont impliqués dans le processus des décisions publiques. Poursuivant ces recherches, l'auteur estime, à bon droit d'ailleurs, que l'efficacité du contrôle parlementaire reste tributaire d'un certain nombre de conditions, à savoir l'indépendance des commissions des finances, les fondements constitutionnels ou législatifs
des commissions permanentes et la publicité des débats ayant trait au contrôle parlementaire. Concernant la publicité de débats, et reprenant la citation du prix Nobel Jean Tirole, l'auteur nous rappelle qu'une bonne compréhension de mécanismes économiques doit être considérée comme un bien public. C'est pourquoi le média et le chercheur, encouragés par le pouvoir public, ont le devoir de vulgariser les grands enjeux des finances publiques afin d'éviter que face à l'opacité de la gouvernance de comptes publics, le populisme, les extrémismes et les théories complotistes de tous bords ne prennent en otage le débat public. Nous sommes en face d'une interpellation collective de la part de Maître Serge Mahabé et cela exige en nous un agir collectif déterminant et salvateur pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons donc arriver à changer des paradigmes pour réformer en profondeur les pratiques de contrôle, du contrôle politique de nos finances publiques. Dans le même registre du renforcement des mécanismes de contrôle parlementaire, l'auteur plaide pour un réaménagement de l'agenda budgétaire du Parlement. L'idée est que le calendrier budgétaire dans les deux chambres devra être raccourci pour donner davantage du temps à l'Assemblée nationale, à laquelle sera dévolu le monopole de l'examen de la loi des finances de l'année et du contrôle de la bonne exécution des finances publiques, tandis que le Sénat devra dorénavant être investi du monopole de l'examen de la loi portant reddition des comptes. Une telle réforme éviterait que la loi de règlement, souvent réduite à une simple formalité par le passé, ne soit expédiée à la hâte. Cette réforme préconisée par Maître Serge Mahabé offre l'avantage d'instaurer une certaine complémentarité de deux chambres du Parlement, ce qui est recherché dans le bicaméralisme. Or, toutes sortes de négligences de la reddition des comptes ainsi que tout déficit de communication nuisent à la visibilité de la démocratie et attisent de rancœur des masses contre le dirigeant. Je pense qu'il y a plusieurs cas qui illustrent cette assertion de Maître Serge Mahabé. C'est encore une autre interpellation collective qui appelle l'élite intellectuelle congolaise, lumière de notre société, à une réflexion plus approfondie pour instaurer une culture des redditions de comptes adaptée non seulement aux standards en la matière, mais aussi à la prise en compte des leçons de nos réalités vécues. Une autre innovation que l'auteur appelle de tous ses vœux est l'institutionnalisation du débat d'orientation budgétaire qui doit être décalé temporellement du calendrier d'examen de loi de finances. Le débat d'orientation budgétaire facilitera un dialogue entre l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale avec le gouvernement. Je voudrais ici rappeler deux observations que de l'auteur sur le contrôle parlementaire des finances publiques. La première observation indique que la qualité du contrôle parlementaire dépend du régime politique et des systèmes politiques. Dans le régime où prédomine le parlementarisme rationalisé, la loi de la majorité sacrifie souvent l'efficacité du contrôle parlementaire sur l'autel de la cohésion de la majorité. La deuxième observation précise qu'en général, le pays de culture anglo-saxonne dispose d'un contrôle parlementaire plus efficace. En tant qu'opérateur de médias spécialisé dans les questions des finances publiques, les recommandations de l'auteur renforcent notre détermination à démocratiser le débat public sur la gestion de nos finances publiques. Je pense que c'est tout ce que plusieurs ou certains médias ici en République démocratique du Congo le font, mais entre-temps, face ou dans un environnement hautement politisé
où les débats est dominé par des activités politiques, il est important que les médias fassent leur part et que les acteurs politiques eux-mêmes puissent également songer ou évoquer, discuter, proposer des idées autour des finances publiques. C'est très important pour que nous puissions aider le peuple congolais à voir le changement dans son quotidien. En tant que parlementaire, les réformes proposées par l'auteur enrichissent également nos réflexions et nous aident à coup sûr à contribuer au débat parlementaire en connaissance de cause ou à cause des connaissances accumulées après la lecture du livre de Maître Serge Mahabé. Je ne peux terminer mon commentaire de ce jour sans exprimer une certaine préoccupation que j'aurais voulu voir l'auteur prendre en considération en sa qualité, parmi tant d'autres, de politologue, c'est que l'on a de plus l'impression que malgré les efforts fournis par les décideurs politiques pour rendre la gestion plus transparente, on assiste aujourd'hui à une sorte de faillite de la démocratie, à une perte de crédibilité des élites et au retour du populisme, du discours populiste, faisant fi des données empiriques ou de contraintes budgétaires. Le peuple, comme corps social, veut tout et tout de suite. Prise au piège de réseaux sociaux et des défis divers, la démocratie semble être dans l'impasse. Puisse le prochaine recherche nous proposer un modèle de démocratie qui puisse contourner ces difficultés auxquelles nous sommes butés actuellement. J'exhorte donc les décideurs politiques et les chercheurs à lire et à faire lire ces livres, non seulement définis comme une somme économique tout à l'heure, mais aussi comme un vade-mecum en matière des finances publiques en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Honorable Chikuma, merci beaucoup pour votre commentaire qui invite la communauté scientifique à se pencher sur une question éminemment pertinente de la crise de la démocratie à l'heure du triomphe médiatique des pseudo-intellectuels. Alors, avant de passer la parole à l'auteur pour son mot de remerciement, j'invite le protocole à s'activer pour préparer la petite logistique qui avait été prévue pour la cérémonie symbolique de baptême de l'ouvrage qui sera faite par l'honorable Paul Mundela, vice-président, Eddy Mundela, vice-président, excusez-moi honorable, premier vice-président du Sénat. Alors je m'en vais passer la parole à Serge pour son mot de remerciement. Cher Serge. Grande est mon émotion en cet instant, parce que malgré la multitude de préoccupations qui sont les nôtres le week-end, plusieurs ont sacrifié leur agenda pour accepter, pour daigner prendre part à cette grand-messe scientifique. On repensait qu'un livre de 782 pages consacré à une matière aussi aride ne pouvait pas séduire le public. Je constate que dans cette salle, les sièges sont remplis. Je ne peux que commencer par vous remercier tous ici présents pour avoir sacrifié vos programmes personnels afin de venir écouter les commentaires et assister au vernissage de ces livres. Mes premiers mots vont d'abord à un homme qui est mort, qui n'est pas avec nous dans cette salle. Il y a 2 ans, il nous a quittés, c'est mon père. Je suis chrétien, je n'adore pas les morts, mais je voudrais quand même lui rendre hommage. J'aurais voulu qu'il assiste en ces instants parmi nous pour voir ce qu'a pu donner son investissement dans des conditions très modestes. Cet investissement immatériel sur lequel il avait beaucoup compté et que je n'ai fait ici que
reproduire pour lui rendre hommage. C'est à mon père donc que je pense en premier lieu, et c'est à lui donc que je voudrais demander à nous tous ici d'abord une pensée pieuse. À ma mère aussi qui est vivante, mais qui m'a forgé, formé. Je voudrais rendre hommage, elle est absente, elle n'est pas ici. Je voudrais aussi l'en remercier. Je tiens à remercier d'abord le corps scientifique qui m'a formé. Vous êtes nombreux ici, chers professeurs, de droit, d'économie, de sciences politiques. Vous m'avez formé, vous m'avez forgé. Je n'aurais jamais osé écrire 5 lignes si vous ne m'avez pas donné l'audace de le faire. Chacun de vous a, d'une manière ou d'une autre, une histoire avec ma petite trajectoire intellectuelle et scientifique. Je ne saurais citer chacun de vous, mais je voudrais vous dire merci. Merci pour m'avoir donné l'occasion de m'abreuver à votre savoir et de me mettre sur vos traces pour que, en tâtonnant, je puisse peut-être, un jour, ressembler à votre modèle. Je tiens à remercier mes amis d'Ishango. Ishango, c'est un think tank, on l'a dit, dont je suis le cofondateur, qui a, entre autres, pour objectif de contribuer à l'avènement d'une société de savoir dans notre pays. Quelqu'un l'a dit ici, Harari, l'un des grands savants de ce siècle, ou en tout cas l'un des grands penseurs, a dit que la société de demain, c'est la société du savoir. Et ceux qui sont en retard par rapport à la mise à jour du logiciel du savoir seront écartés. Et donc, Ishango s'est donné pour vocation, parmi tant d'autres, de contribuer à l'avènement d'une société des connaissances. Nandi Matata, Jean-Paul Ntassa en particulier, mes amis de nuit et de jour, de nuit blanche, je tiens à vous remercier pour le sacrifice énorme. Je voudrais ici donner une anecdote par rapport à eux, c'est que lorsque nous avons écrit le premier livre à Troyes, sur Machiavel, le prince, ils ont dit que tout le revenu de la vente me revenait, sans que j'aie fait une demande. On a vendu bien, on a eu de recettes, et tout cela m'est revenu. Je ne vous dis pas d'autres anecdotes de sacrifices immenses. Vous imaginez le budget pour tenir cette conférence. Des gens ont pu donner $7 000, ils ne sont pas riches, rassurez-vous. Et donc, je voudrais leur dire merci ici, de vive voix. Je voudrais aussi dire merci à un homme qui n'est pas là, il vient de quitter la salle, c'est Kanko Shikutoni, je voudrais le citer nommément, parce que une bonne partie des travaux d'Ishango se déroule dans ses bureaux, sans qu'il y ait une police de la pensée. Ça veut dire qu'il est très proche du pouvoir, je dois le noter, mais il n'a jamais exercé une police de la pensée pour dire vous critiquez ou pas le pouvoir. Et il nous a offert juste un cadre pour réfléchir. On y passait la nuit, n'est-ce pas, Dandy, sans que quelqu'un nous dise que vous êtes en contradiction avec le pouvoir que je sers. Je voudrais lui dire merci infiniment. Dire merci à tous mes amis, je le vois ici nombreux, Kanga Patrick, Serge Kadima, et bien d'autres qui ont pris de leur temps pour contribuer de manière logistique à la réussite de cet événement. Je ne saurais citer tout le monde. Je vois bien d'autres personnes. L'honorable Ngele, qui m'a appris à prendre mes premiers pas en politique et qui a cru en moi alors que je n'étais rien. Je voudrais aussi, une fois de plus, lui dire merci. Je vois le prophète Dodo Kamba, que beaucoup ne connaissent peut-être pas, enfin, dont on ne sait pas que je suis le conseiller chargé des questions politiques. Il m'a fait l'honneur d'être là alors qu'il y a beaucoup d'activités dans cette ville concernant l'église de Reveil, dont il est le représentant légal. Honorable Bochab, je tiens à vous remercier, qui, on ne le sait peut-être pas, une bonne partie de ce livre a été écrite dans votre bureau, le bureau privé, et il est écrit, c'est un livre écrit sur plusieurs années, et vous le savez très bien, votre riche bibliothèque a abrité dans la solitude mes moments de réflexion. Je tiens à vous remercier. Je ne saurais citer tout le monde. Prof Mabimou Lumba, je tiens à vous remercier infiniment. Et hier, à 21h, alors qu'on l'appelait, il avait d'autres activités, le premier vice-président du Sénat, la plus grande institution de notre pays, au sens parlementaire du terme, a accepté de gaieté des cœurs d'assister à cette cérémonie. Comment vous dire merci? Je n'ai pas de mots. Je tiens à vous dire merci infiniment. Vous avez cru en la jeunesse, vous avez cru en une certaine fraternité de la pensée. Recevez ici l'expression de mes vifs remerciements. Merci beaucoup, honorable Guy Mafouta et bien d'autres. Merci, merci infiniment pour cette disponibilité, pour tout ce que vous avez fait pour moi, aux chercheurs en finances publiques, les profs Boba, je le vois dans la salle, les profs Kassechi, les profs Lumanou, je tiens à vous remercier. Honorable Sona et bien d'autres que je vois là. Si j'ai oublié quelqu'un, je vois quand même un ami d'enfance, le ministre provincial de la ville, j'ai eu le bonheur de faire l'internat avec lui, le ministre des Travaux publics Thierry Kabouya, qui a accepté de nous faire l'honneur pour être dans cette salle. On a dormi dans le même lit, et voilà qu'ici, nous sommes devenus adultes, on peut savourer ces longs trajets. Merci, honorable Godempo. Je connais votre passion pour la recherche et la science. Vous avez accepté de nous honorer en venant ici, vous, la première institution de la ville,
je voudrais vous dire merci infiniment de tout cœur. Je n'ai pas à citer tout le monde, je ne sais pas citer tout le monde, j'aurais bien voulu le faire. Merci à ma famille qui m'a accompagné depuis le début et qui a cru en moi, qui a accepté le sacrifice en temps, en heure. Merci, merci, merci à tous, à toutes. Merci. Merci beaucoup Serge pour cet émouvant témoignage. Alors, le temps que la table ne soit installée, après cette petite cérémonie symbolique, je vais inviter pour une première salve de photos avec l'aide des protocoles. J'inviterai après les invités de la première rangée qui vont encadrer l'auteur pour une photo souvenir avant de passer aux autres participants. Alors je vais inviter l'auteur à se rapprocher de Serge. Je vais inviter l'auteur à se rapprocher de la table. Honorable Mundela, qui va certainement prononcer quelques petits mots avant de baptiser symboliquement cet ouvrage. Ben, comme l'auteur l'a dit tout à l'heure, c'est hier à 21h qu'on m'a informé pour le baptême de ces livres. En tant que jeunes, il faut que nous puissions nous soutenir. Je n'ai pas hésité à un seul instant de venir aujourd'hui participer à cette activité. Et étant dans la salle, on m'a dit que c'est moi qui vais encore baptiser ces livres. Je me suis dit, bon, tant qu'on est là, on peut le faire. Donc voilà, je me dis, merci Serge pour cet honneur que tu m'as fait aujourd'hui de baptiser ces livres, le fruit de tes réflexions. Je dirais que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point un nombre d'années. Quand je te regarde, Serge, j'ai dit que le Congo peut continuer à espérer et à croire. On peut continuer à croire au Congo parce que les fruits de tes réflexions ici, que je vois à plus de 700 pages, c'est quand même un travail costaud. Un travail costaud qui nous donne tous l'occasion de nous remettre en question. Et j'invite tout le monde à lire ces livres et, comme devoir domicile aussi, de s'approprier ce qui est écrit là-dedans. Serge a passé des années à faire des recherches là-dessus et à entendre tout le monde qui est passé avant moi ici, l'essentiel a été dit. Il n'y a plus rien à dire. Tout ce que je demande à tout le monde, c'est tout simplement de s'approprier de ça. Et je pense que si nous mettons un peu de nôtre et nous nous approprions très bien de ce qui a été dit dans ce bouquin, je crois que le Congo pourra se relever. Je crois que la jeunesse a un rôle important à jouer dans ce pays et il est temps que la jeunesse se réveille, que chacun se prenne en charge et le Congo a besoin de tous et de tout le monde. Fédérons nos forces, fédérons nos intelligences et le Congo se réveillera pour une place de choix dans le continent. Sur ce, je baptise ces livres et lui souhaite un bon vent. Félicitations Serge. Merci beaucoup, honorable. Je vous prie de nous accorder quelques minutes, le temps qu'on enlève la table et que j'invite les autres invités d'honneur à vous rejoindre pour la photo de famille, la photo de clôture. Protocole, s'il vous plaît.
Pour ceux qui sont intéressés, nous annonçons aussi qu'il y a la vente de ce livre juste à l'entrée, mais aussi la vente du livre que Serge a publié précédemment, coécrit avec deux chercheurs d'Ishango sur le traité politique de Machiavel, pour ceux qui sont intéressés. À titre symbolique, ceux qui sont munis de leur exemplaire du livre pourront recevoir une dédicace de l'auteur. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre cérémonie. Il me reste de vous remercier encore une fois de votre présence. L'auteur va s'avancer devant la table où les livres sont vendus pour que ceux qui désirent l'acquérir puissent le faire et recevoir leur dédicace. Alors il coûte la petite somme de $100 par exemplaire, et vous avez la possibilité aussi de souscrire. Pour ceux qui veulent en acheter pour les institutions, vous pouvez souscrire et il vous sera livré. Il me charge aussi de remercier ses confrères avocats venus nombreux le soutenir, et il leur dit merci de tout cœur. Merci, à très bientôt pour les prochaines activités de Ishango. À maturité, après plusieurs années de recherche, il se veut interdisciplinaire. Cela signifie qu'il est allé puiser dans la méthodologie du droit, c'est-à-dire l'analyse des textes, pour savoir le fondement de nos finances publiques. Nous ne limitons pas seulement au texte congolais, mais nous faisons ce droit comparé, un regard sur ce qui est profond déjà en la matière, mais aussi sur la doctrine comparée, sur ce que les autres auteurs ont dit. Nous nous basons donc sur le droit, mais surtout sur les autres disciplines, notamment les sciences économiques et la science politique. En économie, nous essayons de voir l'incidence ou la conséquence de décisions budgétaires sur le fonctionnement des mécanismes économiques. Par exemple, quel devient le taux d'inflation lorsque le gouvernement décide d'augmenter ou de réduire les impôts. Ça, c'est l'approche que seuls les économistes savent manier le mieux, avec une sorte de modélisation, une mathématisation pour trouver des résultats. Le dernier aspect, angle de recherche, c'est la science politique. De ce point de vue, nous voyons l'angle de la science politique comme la science du pouvoir ou de l'État. Et donc, nous essayons de voir comment les acteurs, au sein ou en dehors de l'État, essayent d'interagir pour pouvoir produire une loi de finances ou le budget. Et donc, cette triple approche nous semble plus à même de maîtriser les phénomènes financiers publics pour proposer aussi des pistes de solutions qui puissent contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique. C'est donc cette interdisciplinarité que nous avons voulu, parce que nous estimons que le phénomène de finances publiques ne peuvent être perçus qu'en les analysant au prisme de plusieurs disciplines. Après cette messe scientifique, nous vont aujourd'hui d'abord de façon péremptoire dire que le confrère Serge Mabé a produit à la face du monde et au bénéfice de la République. Un des commentateurs a appelé ça un va de Mekong. Moi je dirais une boussole pour les finances publiques de la République démocratique du Congo. Vous savez, les finances publiques est au carrefour de la gestion publique, de la gouvernance publique. Et en tant que tel, les finances publiques ne devraient pas être entendues uniquement comme le solde ou la somme de recettes et de dépenses d'État. Il y a une dimension économique dans les finances publiques que l'auteur a abordée avec brio. Il y a aussi une dimension juridique, légistique, qui emporte non seulement son élaboration et son exécution, mais aussi son contrôle. Et la partie contrôle, pour moi, est très importante parce que dans le contrôle, on devrait dégager les principes de gouvernance. Et
la sanction qui s'attache à la conséquence du respect ou de l'irrespect de l'exécution des finances publiques. Et en tant que tel, on s'est attelé sur le contrôle juridictionnel lors de nos différents échanges, parce que nous pensons que la Cour constitutionnelle devrait jouer un rôle primordial, parce que les finances publiques sont encadrées par la Constitution d'abord, et ensuite par une loi ou des lois qui sont soit la loi sur les finances publiques, relative aux finances publiques, ou la loi des finances de l'année, ou les lois des finances publiques qui sont à 4. Ces contrôles-là, que ce soit un contrôle parlementaire, administratif ou juridictionnel, devraient dépasser le cadre d'un simple rituel, mais s'attarder sur ce que je peux appeler une consécration de gouvernance. Parce qu'un État riche, c'est un État bien gouverné, ce n'est pas un État qui compte un gros budget, mais c'est d'abord un État qui assainit ses dépenses, eu égard à ses recettes. Voilà, s'il y a un commentaire à faire, je ne sais pas aborder l'ouvrage dans son entièreté. J'ai embrassé la partie contrôle essentiellement qui m'intéresse le plus dans le cadre de la recherche sur les finances publiques. Mais on dirait qu'au-delà de ces contrôles, on peut se dire que le choix des gouvernants est très capital dans l'assainissement des finances publiques, parce que c'est les gouvernants qui gèrent au quotidien, et les gouvernants devraient être encadrés pour mieux gérer et mieux connaître le rouage des finances publiques qui servent de boussole à toute gestion d'État assaini et saine. On retient que c'est un livre de près de 800 pages qui fait un traité des finances publiques, qui traite les finances publiques dans son interdisciplinarité. Alors la particularité de ce livre, c'est qu'il emmène le juge constitutionnel à avoir plus d'audace dans son analyse des règles budgétaires. Et aussi, il donne une lumière de la gestion des finances publiques des livres. J'ai été fortement impressionné par la qualité de cet ouvrage, surtout pour le fait qu'il aborde la matière des finances publiques en exploitant toute la richesse de son fondement. Son fondement qui est composé des éléments à la fois économiques, juridiques, politiques ou politologiques. Et ce qui est important ici, c'est que ce livre tombe à point nommé aujourd'hui au moment où la RDC est en plein processus de réforme des finances publiques. En novembre dernier, le plan stratégique de réforme des finances publiques a été adopté en Conseil de ministres. Et nous savons que généralement, les réformes des finances publiques à travers le monde visent généralement les objectifs économiques. Mais ce livre nous interpelle tous, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, le monde académique, que tout en visant les objectifs économiques dans une réforme des finances publiques, il faudra aussi tenir compte de ces aspects juridiques, mais aussi politiques ou politologiques. Donc c'est un livre qui peut être utilisé aussi bien dans le monde académique, scientifique, que dans les espaces politiques que sociaux. Donc c'est un livre riche de contenu, d'autant plus qu'il aborde plusieurs questions. La question sur la LOFIP, les préférences économiques de l'État, les questions juridiques autour de la LOFIP. Ce livre aborde les principes comptables des finances publiques. Ce livre apporte plein de questions qui peuvent être étudiées dans les universités et qui peuvent être appliquées par les acteurs politiques et sociaux. Voilà ce qui m'impressionne le plus dans ce livre. Merci.